On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 40 ans du Centre de femmes du Haut-Richelieu et bien sûr des activités prévues pour la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Tout d'abord, lui, il a gravi 50 montagnes en moins d'un an après une opération à un genou. Pour ramasser des fonds pour Sainte-Justine, il s'appelle Nicolas Doré. Gravir 50 montagnes en 12 mois, est-ce possible? Semble bien que oui, puisque c'est l'exploit de notre prochain invité qui s'appelle Nicolas Doré qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, ça va bien? Ça va très bien. Et félicitations. Bien, merci, c'est gentil. Bon, quand j'ai vu dans le Canada français du 2 février dernier, j'ai dit, pardon, gravir 50 montagnes, l'incroyable défi de Nicolas Doré. J'ai dit, il faut que j'invite ce gars-là. Comment on se lève un matin et on se dit, tiens, je me cherche un défi, je vais grimper 50 montagnes? Écoute, j'ai toujours été actif dans ma vie. Moi, je me suis fait opérer le genou en décembre 2021. Et mon médecin m'a dit, il faut que tu bouges là, pour récupérer à 100 %. J'ai toujours été un très grand sportif. J'ai toujours voulu faire me donner des défis. Et c'est le 10 mars que j'ai commencé à gravir ma première montagne, le Mont Saint-Grégoire qui est chez moi. Et j'ai terminé ça le 30 décembre 2022. Mais est-ce que déjà tu savais que tu voulais en faire 50? Je voulais me lancer un défi personnel puis accorder ça avec une belle cause. Ouais. Et je trouvais que 50, c'était un beau chiffre. Il y a 52 semaines dans l'année. Je me suis dit, avec mes occupations dans l'année, ça serait quelque chose de possible à faire. Et je me suis dit, 50, c'est un beau chiffre. Donc, un sportif à la base? Oui, vraiment. Bon, là, le médecin te donne un certain défi de faire bouger ton genou opéré. Tu te dis, tant qu'à, on va essayer de joindre ça à une belle cause, qui est la cause de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Pourquoi cette cause-là en particulier? En fait, dans ma famille, j'ai mes deux cousines qui ont un petit gars. Chacun un petit gars. Puis il y a ma soeur aussi qui a un petit gars qui ont eu besoin de leur service quand leur petit était très jeune. Ils ont eu un excellent service. En passant, ces trois enfants-là vont très bien aujourd'hui, mais ils ont eu besoin des services de Sainte-Justine. Ils ont été accueillis avec vraiment un excellent service. Et j'ai voulu faire ça, ramasser des fonds pour cette cause-là en même temps. Je trouvais que je cherchais à quelle place donner des sous, puis c'est celle-là que j'ai choisie. Bon. Tu disais, avant d'être opéré au genou, tu étais quand même quelqu'un de sportif de nature. Est-ce que tu t'étais déjà imposé, avant ton opération, ce genre de défi-là dans la vie? Non, mais j'ai toujours fait quand même beaucoup de randonnées pédestres. Moi puis ma famille, on est quand même des grands voyageurs. On a souvent fait des road trips dans notre vie. Et c'était souvent ça nos activités. On trouvait que c'était agréable d'explorer les régions en marchant, en montagne et tout ça. Alors, la randonnée pédestre, c'était pas nouveau pour moi. Puis là, j'avais le goût de pousser la note un peu plus loin. Puis avec ma petite fille sur mon dos aussi, pratiquement la moitié du temps. Bon, revenons au genou, parce que ça m'intrigue un peu. T'es pas très, très vieux. Non, j'ai 33 ans. Puis tu avais déjà un genou qui non, était... mais en fait... tu avais une blessure, quoi? Je suis un skieur professionnel. Je suis coach de compétition de ski à Sutton pour l'équipe de compétition. Et j'ai eu un accident de travail. Mon accident de travail, je suis tombé, je me suis brisé le genou. C'est ça, j'avais besoin de me faire opérer pour revenir à la normale. OK. Oui. Et visiblement, si tu as gravi 50 montagnes, c'est donc que le genou est revenu à la normale? Oui, tout va bien. Sans douleur, sans rien? Non, ça va super bien, oui. C'est quand même c'est une belle réhabilitation, ça. Oui. Comment t'expliques ça? Tu vas me dire que tu es peut-être sportif de nature, mais ça n'a pas dû être facile dans les premiers jours, les premières semaines post-opération? En fait, je me suis fait opérer en décembre 2021 et j'avais commencé quand même à marcher rapidement, pratiquement 3 semaines, 1 mois plus tard. Et j'ajoutais tout le temps de plus en plus de distance. C'était pas facile au début, je marchais juste 5 minutes, puis c'était assez. Et à chaque jour, à chaque semaine, j'augmentais la distance, le temps. Et là, je me suis dit, bon, je vais commencer à grimper un peu plus parce que j'aimais ça, faire ça. Et finalement, la première montagne, le 10 mars, puis j'ai commencé mon défi comme ça. Non, mais je fais un aparté, mais tu regardes des fois dans le monde du hockey, les joueurs de hockey, les gardiens de but, entre autres, on dirait que dès que tu te mets à jouer dans les genoux,
C'est rare que ça revienne comme avant, mais Oui. visiblement, dans ton cas, c'est revenu et Oui. tant mieux. Ben, j'ai fait de la physio. Le médecin m'a Ouais. dit de bouger, de ne pas de rester assis. Je l'ai écouté. Bravo, puis ça a fonctionné. Oui, c'est ça. Bon, revenons aux montagnes. Tu dis, évidemment, tu as commencé par Saint-Grégoire, c'est la plus proche, c'est la plus facile d'accès et Exactement. tout ça. C'est chez Mais moi. là, 50 montagnes, est-ce que tu t'es fait une liste de celles que tu voulais gravir? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez spontané dans la vie. Les voyages qu'on a faits en famille, ça a toujours été un petit peu dernière minute. Puis même, nous, on part souvent en voiture, puis on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va, mais nos arrêts, on ne sait jamais. Alors, pour les montagnes, c'est sûr que j'ai commencé avec tous ceux qui sont proches en Montérégie. Il y en a quand même, Quand même pas mal. 10 à 15. Alors, ça, c'était facile. On parle de quoi? On parle de Rougemont? Oui, Rougemont, Saint-Hilaire, Saint-Bruno, le Mont-Royal, c'en est une aussi. J'ai pas toujours fait des J'ai grosses même vu que tu as montagnes. fait le mont Écho, Oui, où j'ai commencé à faire du ski quand j'étais jeune. oui. Oui, le Mont Écho qui est à Ouais. côté de Sutton. Alors, c'est une super belle montagne. Puis c'est dans les plus grosses que j'ai fait. C'est quand même pratiquement 16 km de randonnée, un 5 heures. C'est un bon défi, celle-là. Oui. Donc, au Québec, tu dis quoi, à peu près 12-15 à peu près que tu as fait au En Québec? Montérégie. En Montérégie. Oui, ici, dans la région, peut-être une heure et demie de rayon. distance. Oui, de distance. Et les autres que tu as pu faire au Québec? Ben, juste l'autre côté de Montréal, dans les Laurentides, il y en a quand même beaucoup. Et on est parti aussi en voyage dans le mois de novembre passé, en road trip jusqu'en Californie. Alors, j'en ai fait plusieurs durant ce voyage-là dans le Midwest américain aussi. Quel genre de montagne? Quel genre Des de dénivelé? des canyons, des canyons, des montagnes, des précipices. Des fois, c'était pas toujours un sommet, mais c'était tout aussi difficile d'y aller. Là. De descendre complètement dans le fond d'un canyon et de remonter après. C'est juste l'inverse d'une Mais montagne. on doit être dans une autre catégorie que Saint-Grégoire, on s'entend. là. Oui, il y a des randonnées beaucoup plus longues que Saint-Grégoire. Puis avec ma petite fille sur mon dos, ça donnait un défi de plus aussi. Est-ce qu'il y a aussi un défi de sécurité? Parce que là, quand tu t'aventures dans des sentiers peut-être moins connus, là, tu traînes ta petite fille sur le dos. Fait qu'on s'entend que tu dois quand même limiter, garder ça sécuritaire, si on veut. C'est sûr, hein? je me suis pas aventuré à des randonnées qui prenaient pratiquement une journée à faire parce que, c'est ça, j'avais ma petite fille à un moment donné, s'il arrive quoi que ce soit, je voulais pas aussi aller trop loin de la voiture, mais on était toujours dans des parcs nationaux, des endroits sécuritaires. Alors, j'avais bien choisi en fonction de ça. Quand je suis toute seule, par exemple, des fois, j'en faisais des plus grosses. Là. C'était quoi là où les plus difficiles? Dans la région de Charlevoix, je suis parti toute seule pendant une semaine. J'ai fait 5 montagnes en 5 jours, en 4 jours, en fait. Ça a été quand même un bon défi parce que j'avais marché à peu près 60 km en 4 jours en montagne. Alors, c'est sûr qu'après ces 4 journées-là, j'avais besoin de repos. Mais j'ai passé tellement un bon moment toute seule. C'était plus difficile à cause de quoi? La hauteur, le sentier? C'était des longues distances. Et tu sais, toute seule, le temps peut être long, mais en même temps, c'est vraiment agréable. On passe des belles journées, on pense à autre chose, on pense à notre vie. Est-ce que c'est plus difficile l'été, l'hiver, le printemps, l'automne? Honnêtement, les plus difficiles, c'était pas nécessairement les plus longues aussi. Au début de mon défi, qui était à la fin de l'hiver dans la neige, exemple, le Mont-Saint-Hilaire, c'était pratiquement un 10 km, mais ça faisait pas longtemps que je m'étais fait opérer. J'avais mon cardio à reprendre aussi. Ouais. Puis plus le défi avançait, l'été, c'était plus facile, l'été avec le beau temps. Malgré la chaleur? Oui, on a eu un bel été. Il faisait pas trop chaud l'été passé. Oui. Puis là, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ou, au contraire, le fait d'en faire 5, puis 10, puis 15, puis 20, là, tu t'encourageais à l'idée d'atteindre ultimement ton objectif? Non, j'ai jamais été découragé. Au contraire, ça me faisait découvrir des nouvelles places au Québec. Je trouvais ça vraiment agréable. Souvent, je commençais ma journée comme ça. Je me levais hyper tôt parce que je devais travailler dans la journée après.
Ça commençait bien ma journée. Il était 7 heures du matin, j'étais déjà au sommet d'une montagne parce que je me levais à 3 heures du matin. Ça commence bien la journée, disons. Et ça, c'est l'autre chose aussi. Je veux dire, tu travailles dans la vie, Oui. tu es dans le paysage, Oui, exactement. je crois. C'est ça. Donc, je veux dire, tu n'as pas pris une année sans solde pour faire ça. On s'entend, tu as travaillé, puis tu as fait ça par petits bouts ici et là, mis à part peut-être des vacances. Là, mais il faut comprendre qu'en moyenne, je faisais 1 à 2 montagnes par semaine, la fin de semaine, des fois. Fait que, je veux dire, j'étais capable de quand même de bien intégrer ça à ma vie. C'était pas toujours évident en plein milieu d'été quand je travaillais énormément, à peu près 6 jours semaine. Des fois, l'énergie était moins là parce que je travaillais physiquement toute la semaine. En aussi. plus? Oui. Puis là, tu allais grimper la fin de semaine. C'est ça. Ouais. Bon. Tu sais, tu regardes ça, il y a déjà des gens qui prennent parfois, qui se font des voyages de golf, des voyages de vélo, des voyages de toutes sortes de choses. Est-ce que le fait de faire des voyages de montagne, si on veut, est-ce que c'est un mode qui est intéressant pour découvrir du paysage, découvrir des régions? Est-ce que, au-delà des montagnes qu'on connaît, nous, ici, en Montérégie, mais est-ce que le fait de sortir de la région, ça te permet de découvrir des trucs intéressants? Oui, vraiment, parce que ce que je trouvais agréable, c'est que, exemple, je suis allé dans le bout de Thetford Mines, des endroits que je suis vraiment pas allé souvent dans ma vie. Finalement, je faisais la montagne, j'allais dîner dans un petit village, puis je faisais, c'est bien ici. Puis je trouvais que vraiment c'était une bonne façon de découvrir des nouvelles places. C'est grand, le Québec. Il y a énormément de villages. Puis je pense que c'est une activité, premièrement, qui ne coûte rien. Ça prend un peu de temps pour se déplacer. Mais c'est accessible à tout le monde. Bien, je pense que c'est ça le mot. C'est accessible. Vraiment. Parce que on peut faire du vélo amateur comme on peut faire du vélo professionnel. Oui. On peut faire du ski pour son plaisir la fin de semaine Oui. ou on peut faire de la compétition. Mais dans le monde de la randonnée ou de grimper des montagnes, il ne faut pas nécessairement être un expert ou être un professionnel pour faire ce genre d'activité-là non plus. Ben non. Surtout que à chaque place que je suis allé, il y a toujours des... Moi, mon but, c'était de monter au sommet, mais il y a toujours d'autres sentiers qui ne montent pas nécessairement en haut, avec moins de dénivelé. C'est beaucoup plus accessible. Il y a des terrains beaucoup moins accidentés des fois que qu'est-ce que je prenais. Je pense que c'est de la marche un petit peu plus sportive en montagne. Là, on dit donc au total, je regarde l'article du Canada français de Mégane Champagne, total de 430 km parcourus. Oui. 19 km de dénivelé. Oui, 19 000 mètres de dénivelé, oui. Donc, 50 montagnes en à peu près 9 mois, 10 mois. Oui, c'est ça. Là, tu as ramassé 16 600 $ et un peu plus pour la Fondation Sainte-Justine. Oui, c'est ça. Tu as fait un don personnel, toi aussi, là-dedans? Oui. Ça te tenait vraiment à cœur, là? Oui. En fait, ma soeur, la famille à ma soeur ont eu, comme je disais, ont eu recours à leur service. Ils étaient extrêmement stressés. Là. Leur petit gars va extrêmement bien. Puis je voulais donner pour une cause. Ça me tenait à cœur. Puis je voulais pas juste donner comme ça. Je voulais faire quelque chose aussi pour... Et là, c'est quoi le prochain défi? J'ai le goût de continuer. Je suis en train d'y penser en ce moment. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, mais ça va avoir encore... ça va être encore avec la randonnée parce que j'aime trop ça. J'ai d'autres places que je vais aller parce qu'en faisant ce défi-là, on se rend compte qu'il y a énormément de montagnes, puis je les ai pas toutes faites. Fait que j'ai d'autres montagnes en liste, là, c'est ça. Nicolas Dorel, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, du Gabon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un show 100% soccer avec le directeur sportif des Celtics, Alex Raymond Maguisset. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme à chaque année, parlons de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars,
qui est bien sûr célébré ici même dans la région via le Centre de femmes du Haut-Richelieu. Pour en discuter avec nous, Joëlle Thérien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est pour vous, évidemment, un moment dans l'année qui est important pour s'y arrêter. Évidemment, c'est une date, c'est une journée qui vous permet aussi de lever certaines activités de votre côté. Quelles sont les activités ou les ateliers qui sont prévus pour cette semaine-là ou cette journée-là spécifiquement? Nous, c'est notre gros événement de l'année. Ce qu'on a décidé de faire, là, le thème nous avait inspiré un retour aux années 70, le thème étant résistance féministe. Donc, on a eu l'idée là, de mettre en valeur une pièce de théâtre de féminisme engagé là, qui s'appelle « Maman travaille pas à trop d'ouvrages », qui a été réédité récemment, donc pour de rendre hommage à la pièce, d'en discuter, parce qu'il y a des enjeux, oui, qui, sans être réglés, mais qui ont quand même là, évolué, mais d'autres enjeux là, qui restent encore là, beaucoup à travailler. Là. Donc, c'est pour ça là, que la pièce nous parlait là, encore beaucoup aujourd'hui, puis on avait envie d'en discuter avec les femmes. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu, ça ressemble à quoi aujourd'hui en termes d'activité, en termes de participation? Bref, vous touchez combien de personnes annuellement? Je vous dirais, depuis les dernières années, ça a beaucoup changé. On est ouvert, ça fait depuis un peu avant la pandémie qu'on est ouvert à tous les jeudis soirs. Là, ça a été bousculé un peu là, avec les confinements. Mais là, nos jeudis soirs sont vraiment là, très animés. Donc, on réussit à aller chercher là, des femmes plus jeunes qui sont sur le marché du travail. Donc, on répond vraiment, là, on essaie de répondre à toutes les problématiques là, qui peuvent être soulevées. Mais ça peut vous faire à peu près combien de participantes dans une année, là? Pour, des gens qui, de près ou de loin, sollicitent vos services ou participent à vos activités? Pour le moment, on est à presque... On espère arriver à 300 membres d'ici la fin, là, qui, à chaque année, se déplacent à nos locaux pour renouveler le membership là, de 5 $. Donc, on rejoint là, au minimum, mais on va plus large aussi là, avec des activités là, qui sont grand public. C'était quoi les impacts de la pandémie sur une organisation comme la vôtre? On a été obligés d'apprivoiser le Zoom, pour le meilleur et pour le pire. Ça a permis là, des fois d'aller chercher là, les gens chez eux qui vivaient de l'isolement. Là. Mais je vous dirais qu'on est bien heureuse là, de retrouver le présentiel, toute la chaleur humaine, la dynamique. Là. Donc, on est bien heureuse. Donc, le Zoom n'aura fait que passer ou il existe encore un peu des fois? Encore un peu. On a nos ateliers de conversation française pour femmes immigrantes qu'on garde sur Zoom parce que c'est une demande qui vient des femmes si éventuellement elles veulent en présence. Là, mais au niveau conciliation, travail, famille, c'est plus facile. Là, mais au mois de novembre, on a essayé de faire un événement sur Zoom, puis ça n'a pas levé plus que ça. Donc là, on est heureuse pour le 8 mars qu'on puisse être de retour là, en présentiel. Oui, c'est toujours un peu embêtant. On parle ici avec beaucoup d'organisations, puis autant où on a trouvé ça très pratique, autant où les gens se sont un peu lassés de ça, avec le goût de se voir. Parfois, la formule hybride peut être intéressante, mais encore faut-il que tout le monde y trouve son compte là-dedans. Mais je peux comprendre. Moi-même, j'ai voulu faire des trucs par Zoom, puis à un moment donné, on sentait qu'il n'y avait plus d'intérêt pour ça. Je pense que les gens, c'était ou bien on se voit en vrai, ou bien on se voit pas, puis on reportera plus tard. Là. Donc, vous avez probablement vécu la même chose. Là. Oui, exactement. Puis on maintient plus le cap là, vers le présentiel parce que c'est ça pour l'instant que les femmes nous demandent. Dans une semaine normale d'activité, qu'est-ce que vous avez comme service sur une semaine, disons? Là? Souvent, les lundis, on a un café-rencontre, soit à Saint-Jean-sur-Richelieu, où on est aussi une fois par mois à Venise, en Québec. Donc, ça nous permet là, d'aller rejoindre les femmes de la région qui ne sont pas tout le temps obligées là, de se déplacer à Saint-Jean. Les mardis, on a les ateliers de conversation française pour femmes immigrantes à chaque semaine. Donc, ce n'est pas un cours de francisation. C'est vraiment là, les femmes qui veulent s'exercer là, en français pour des fois des mises en situation là, particulières là, pour répondre à leurs besoins. On a aussi là, un club de lecture. Et là, j'essaie de me remémorer toutes les choses. À tous les mercredis, on a les petits déjeuners causeries. Donc, ça aussi, là, que le retour est apprécié là, parce qu'avant, il y avait la distanciation sociale. Les femmes ne pouvaient pas se servir elles-mêmes. Là,
on est vraiment revenu à la formule. On a aussi des ateliers. Les jeudis, vendredis, c'est consacré principalement aux cuisines collectives. Ouais. Donc ça aussi, là, il y a eu tout un redémarrage. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de publicité. Là. Il y a vraiment eu là, un engouement. Là. Donc à Saint-Jean, on a plusieurs nouveaux groupes qui sont en train là, de se créer puis d'apprivoiser là, ce mode-là. Revenons sur les femmes immigrantes, parce qu'on le sait, en ce moment, bon, il y a beaucoup de vagues d'immigration. Évidemment, nous, on est près du chemin Roxham. C'est un état de fait. Mais en même temps, on est en pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de la main-d'œuvre immigrante. En quoi c'est important le genre d'activité que vous tenez pour ces femmes-là? Je comprends que c'est peut-être pas une intégration formelle ou à tout le moins, c'est pas des cours de francisation non plus, mais en quoi c'est important que ces femmes-là puissent se rassembler puis avoir du support localement ici? Bien, je pense en premier lieu, c'est l'accueil qu'on a pu leur offrir. On a des travailleuses qui parlent, là, ça donne comme ça, là, qui parlent différentes langues. Là, donc, des fois, là, ça peut aider juste à se sentir écoutées, se sentir accueillies. Donc, de sentir qu'elles ont un lieu là, c'est ça, là, pour venir là, se déposer. Il y a des rencontres là, au niveau des fois là, de l'intervention, donc des femmes qui auraient besoin là, de ventiler. Donc, c'est un service, entre autres, là, qui a été apprécié là, par les femmes issues de l'immigration, là, mais aussi là, les femmes en général. Là. Donc, ça permet là, de répondre là, à différents besoins sans, comme vous l'avez dit, là, répondre à l'ensemble là, des problématiques. Puis nous, on les réfère là, aux besoins quand on peut. Le Centre de femmes est toujours situé sur la rue Faneuf, dans le quartier Saint-Gérard, non loin de l'ancienne église Saint-Gérard. Donc, vous êtes là quand même depuis quelques années maintenant. Oui, depuis peut-être une dizaine d'années. Presque, hein? Le temps file vite. Ça reste un point d'accès. Pour vous, ça reste un lieu intéressant, proche aussi des services de transport collectif. Donc ça, c'est important. Oui, tout à fait. Puis dans la bâtisse, il y a d'autres organismes. Il y a l'Actea qui est là. Il y a aussi là, le Cap Saint-Jean. Donc, il y a un beau milieu. Là. Bon. Évidemment, oui, il y a le 8 mars, vous allez tenir évidemment de votre journée d'activité pour la Journée internationale, mais en même temps, on est dans le mois où l'organisme va célébrer son 40e anniversaire, plus précisément le 16 mars. Donc, ça va être l'année du 40e. 40 ans quand même, c'est une belle pérennité parce que souvent, les 5 premières années, c'est difficile quand on réussit à se poser quelque part puis qu'on réussit à gagner d'année en année. Mais des organismes qui ont cet âge-là, il y en a. Mais il n'y en a pas des centaines non plus. Donc, c'est un des plus vieux organismes de Saint-Jean. Là. Oui, tout à fait. Je n'ai pas fait le décompte des autres organismes, mais pour ce qui est de notre organisme à nous, la naissance officielle, c'est au mois là, de juin 83. Et puis, on a décidé d'étaler les célébrations là, sur plusieurs mois. Donc, on commence, là, comme vous l'avez dit, là, le 16 mars. On va célébrer le côté plutôt historique. Là. On a fouillé dans nos archives, on a retrouvé toutes sortes de photos là, super intéressantes. Et puis ensuite, on va inviter les femmes là, à venir nous aider là, à co-créer ensemble là, une œuvre collective qui va être dévoilée à notre Assemblée générale annuelle. Puis au mois de septembre, octobre, novembre, on réserve aussi là, d'autres surprises. Qu'est-ce qu'on sait de la brève histoire du centre? Évidemment, on remonte il y a 40 ans. Bon, visiblement, vous n'étiez pas là, je présume. mais qu'est-ce qu'on sait des débuts de cette organisation-là? Ça fait juste depuis 2004 que le Centre de femmes du Haut-Richelieu s'appelle ainsi. Avant, c'était le CID, donc le Centre d'information et de documentation pour les femmes. Donc, ça répondait à un besoin qui était exprimé par le milieu. Là. Donc, on était là avant l'ère d'Internet. Alors, le centre là, servait vraiment là, de ressources là, pour les femmes qui vivaient toutes sortes de situations, qu'elles puissent aller chercher là, des informations. Là. Donc, oui, il y avait des travailleurs sur place, mais c'était aussi là, l'idée de pouvoir aller chercher de l'information. Mais ce qui est intéressant quand on regarde dans les archives, c'est que oui, l'offre de service a beaucoup là, été bonifiée, l'équipe a grandi, mais aussi il y a beaucoup d'activités qui restent quand même un peu... On ne change pas une formule gagnante. Là. Donc, les cafés-rencontres sont encore là. Notre gros événement, c'est encore la Journée internationale des droits des femmes. Puis des fois, il y a des thématiques là, qu'on retrouve ou qu'on pourrait très bien offrir dans notre programmation actuelle. En quoi c'est important que les femmes puissent avoir un endroit encore pour se rassembler? Parce que il y a 40 ans,
la société québécoise et ailleurs dans le monde, on était à une autre époque, autres mœurs. On était à une époque aussi où les femmes travaillaient moins, les femmes étaient plus à la maison, il y avait plus d'isolement. Il y a eu aussi des élans de revendication durant toutes ces années-là. On est 40 ans plus tard. En quoi c'est important encore aujourd'hui, malgré l'évolution des sociétés, que les femmes puissent continuer de pouvoir se rassembler dans un endroit comme le centre? Bien, je vous dirais, les femmes, ce qu'elles apprécient beaucoup, là, c'est avoir un lieu où elles peuvent s'exprimer en toute sécurité, sans avoir peur d'être jugées. Là. Des fois, quand on exprime des difficultés auprès de notre entourage, on peut se sentir jugé. Ça peut être délicat, là, des fois, là, d'exprimer certaines situations. Donc, juste d'avoir un lieu, soit avec une travailleuse ou encore juste entre d'autres membres. Ouais. Des fois, ça permet là, de remettre les choses en perspective puis de se sentir bien. Bon, revenons sur la journée du 8 mars. C'est un mercredi. Ça va se dérouler directement au Centre de femmes sur la rue Georges Faneuf. Vous allez avoir aussi une conférencière invitée? Oui, c'est Annie Rousseau, qui est enseignante au Cégep de Granby, qui a accepté l'invitation. Donc, c'est une passionnée là, de théâtre féministe. Elle a tellement là, de connaissances. Là, donc, elle a accepté là, de travailler avec nous là, pour vraiment mettre en contexte cette œuvre là, de « Maman travaille pas à trop d'ouvrages », nous parler là, du théâtre féministe de ces années-là, du théâtre québécois, qu'est-ce qu'il en était dans les années 60-70, puis on va faire des liens là, avec le temps présent aussi. Ça raconte quoi, dans le fond? C'est l'histoire de 3 ménagères qui vivent des situations là, différentes, mais qui, à un moment donné, arrivent au point où là, elles en ont ras-le-pompon, c'est ça. Puis, elles décident de faire la grève. Donc, là, ça cause toutes sortes de situations parce que là, il n'y a plus personne pour prendre soin des enfants. Donc, là, leur mari arrive, là, par exemple, là, à l'usine, puis ils disent à leur patron, bien là, ma femme fait la grève. Donc, là, il y a le premier ministre qui est aussi là. Donc, évidemment, c'est pas personnifié, là, c'est des archétypes, là, mais oui, c'est ça. Donc, à l'aube de son 40e anniversaire, le Centre de femmes du Richelieu va célébrer cette Journée internationale des droits des femmes mercredi, le 8 mars. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dernier appel du service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On est en appel de candidature pour le programme d'acquisition d'œuvres d'art. Vous avez jusqu'au 2 mars, donc dans quelques jours à peine, pour soumettre vos candidatures. Pour les détails, tout simplement, maculture.ca. À demain.